Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce direct de rentrée organisé par Miroir Social en partenariat avec le groupe 3E. Et le sujet de cette rentrée des classes, c'est la RGPD, le règlement général sur les données personnelles, la RGPD et les CSE. Hein. L'idée de cette matinée, c'est de voir comment les CSE sont concernés à différents titres et en quoi ce règlement sur les données personnelles peut, si les CSE ne sont pas en conformité, entraver l'action. Hein. Donc, c'est vraiment le sujet de cette matinée. Donc, merci à 3E de porter cette rencontre, en particulier donc avec Nathalie, Christophe et Keshia Afari. Vous représentez tous les deux le groupe 3E. Donc, vous allez nous mettre dans le bain fort de votre expertise, en sachant qu'un cabinet comme 3E, un cabinet d'expertise auprès des CSE, ben, vous êtes en tant qu'employeur, déjà, vous êtes concerné par le RGPD, mais par ailleurs, par rapport à votre mission d'expert auprès des CSE, vous êtes amené à récolter quand même beaucoup d'informations, de données personnelles de salariés dans le cadre de vos missions économiques. Et là, pour le coup, vous êtes clairement exposé et mieux vaut être en conformité avec la RGPD. Et donc, c'est un sujet que vous portez et que vous portez désormais auprès des CSE, notamment dans le cadre de formation. Et pour illustrer vos propos, Keshia et Nathalie, on a la chance d'avoir donc 3 témoignages d'élus qui bien concernés par le sujet. Donc, Florence Quilloret, toi, tu es élue CFE-CGC chez Solistis. Alors, Solistic, excuse-moi. Solistic, donc une entreprise de la métallurgie. Tu nous présenteras mieux que moi le positionnement, mais toi, tu représentes un CSE de 60 salariés, donc c'est un petit CSE. Pour autant, tu t'es formé, c'est intéressant, ça va être intéressant de t'entendre, tu t'es formé pour être DPO, donc délégué à la protection des données, une formation d'1 an, donc une formation lourde. C'est un métier et tu t'es formé à ça, et donc ça va être intéressant de t'entendre. Cyril Bourgeois, toi, tu es trésorier du CSE d'AML System, qui est un groupe Johnson Electric. Vous êtes également dans le secteur automobile, vous, hein, c'est ça? Vous êtes sous-traitant automobile, à peu près 250 salariés. Et Cyril, tu es également délégué CGT. C'est ça. Et Fernando Martins, alors excuse-moi, c'est Martin Martins? Attends, t'entends pas, excuse-moi. Pardon, j'ai le micro qui était coupé. Oui, Fernando Martins. Fernando Martin. Alors toi, tu es le secrétaire du CSE, d'un gros CSE, 1500 salariés. C'est la Société de transport public de Grenoble, MTAG. Et par ailleurs, tu as également un mandat fédéral au niveau de la Fédération FO Transport, et tu chapeautes tout le pôle des régies, enfin des sociétés de transport public au niveau de la Fédération FO. Donc tu auras un éclairage micro, on va dire, au niveau de MTAG, mais également macro au niveau de un peu voir dans quelle mesure ça sonne aux oreilles de tes collègues le sujet de la RGPD. Donc, écoutez, moi, je suis Rodolphe Merlet, je suis le rédacteur en chef de Miroir Social et je vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre. Et donc, merci à vous de votre participation dans la salle. Hein. Vous êtes nombreux. Alors, on s'est permis de mettre un petit sondage. Alors, je vais vous l'annoncer comme ça et après, vous pourrez... on fera un petit topo, on y jettera un œil dans une demi-heure ou dans 3/4 d'heure pour voir un peu où ça en est. La question est la suivante, c'est CSE, la direction de votre entreprise vous a-t-elle déjà demandé si vous étiez en conformité avec le RGPD? Donc, n'hésitez pas à répondre, ça donnera des indications un peu sur la tendance et en quoi les directions viennent sonner à votre porte pour vous demander potentiellement des comptes sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à participer dans le chat, à interagir, c'est fait pour ça, à partager votre expérience, et à dynamiser tout ça et à enrichir les témoignages des participantes et des participants. Donc, n'hésitez pas, vraiment, on l'intègre. Vous pouvez également poser des questions dans la partie questions, poser des questions plus structurées, mais le chat, c'est pas mal pour également poser des questions. C'est plus simple à prendre en compte, mais les questions, n'hésitez pas, l'onglet est ouvert, donc c'est ouvert. Écoutez, on va commencer. Et on va commencer avec toi, Nathalie.
Alors, on a dit Christophe pour 3E, le groupe 3E. Donc, si un peu, ça mérite quand même, moi le premier, je suis vraiment RGPD, voilà, le terme me parle, mais pas plus que ça. Ça mérite peut-être un retour aux bases. Et rapidement, on va pas faire, l'idée, c'est pas de faire une formation pendant 1 heure et demie, hein, ça c'est clair, hein, mais c'est en perspective des enjeux. Et l'intérêt de s'y coltiner peut-être et de voir l'intérêt de quand même s'y intéresser, de passer peut-être un peu plus de temps qu'on y passe et de peut-être le faire remonter dans les priorités peut-être un peu plus. C'est quoi le RGPD? De quoi on parle quand on parle de données personnelles? Et surtout, pour en venir au fait de cette matinée, c'est en quoi les CSE sont concernés. À toi, Nathalie. Merci Rodolphe, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le groupe 3E, c'est un sujet que nous souhaitions porter parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est un sujet qui concerne beaucoup de CSE et qui n'est pas forcément bien abordé. Tout d'abord, comme l'a dit Rodolphe, c'est pas le RGPD, c'est le règlement général pour la protection des données qui est applicable depuis mai 2018 et pour rappel, c'est un texte de l'Union européenne. Je rappelle également que le RGPD, il a des objectifs. Il n'a pas été mis là en place tout simplement pour faire joli. Donc, du coup, c'est vrai que le RGPD, il a 4 objectifs. Le premier, c'est de mettre en place des pratiques visant à protéger les données personnelles qu'on peut avoir entre nos mains, entre nos fichiers, tout ça. Renforcer également le droit des personnes, les personnes au sens large du terme, ça peut être des salariés, des clients, et imposer également aux entités de rendre compte de leur conformité à la RGPD. Et en 4e point, rendre des sanctions dissuasives. Donc, tout d'abord, effectivement, il faut qu'on ait bien conscience, c'est quoi une donnée personnelle? C'est tout simplement une information relative à une personne physique identifiée ou qui peut l'être, comme un nom, une adresse mail, un numéro de téléphone, et ainsi de suite, et qu'elles soient en format électronique, qui est bien souvent le cas, mais aussi sous format papier ou rédactionnel. Donc, le RGPD, il concerne toutes les entités du secteur public et privé, et par voie de conséquence, va concerner également tous nos CSE, donc comité socio-économique d'établissement, d'entreprise, ou bien comité social et économique central pour les CSE de plus de 50 salariés. Du coup, les CSE, dans le cadre de leur mission, de leurs activités, effectivement, ils ont accès à ce qu'on appelle des données personnelles. Donc, sous plusieurs angles, par exemple, sous l'assistance individuelle des salariés, la représentation collective des salariés, plus généralement, où là, effectivement, on est plus interpellé, c'est dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles que propose le CSE à l'ensemble des salariés. Donc, selon les CSE, effectivement, les activités vont être proposées, par exemple, à travers des cautions familiales, des choses comme ça. Donc, on va réclamer des bulletins de salaire, des feuilles d'impôt sur le revenu et ainsi de suite. Dans le cadre de leurs fonctions économiques, les élus se déplacent. Donc, du coup, on a également ce qu'on appelle la note de frais. Et pour la note de frais, les responsables du bureau, le trésorier en l'occurrence, va demander la copie de la carte grise. Donc là, on rentre encore dans le schéma de la donnée personnelle, la copie de la carte grise étant bien évidemment une donnée personnelle. Et également, dans les très, très gros CSE, le très gros CSE qui est du coup employeur, c'est-à-dire qui emploie du personnel, là, du coup, il va être aussi concerné par le RGPD dans le cadre de sa fonction, entre guillemets, RH. Donc, par contre, nous, sur le terrain, sur le portefeuille des clients que nous gérons, on se rend compte que peu d'élus se sont appropriés ce sujet. Autant ils se sont appropriés le sujet des ordonnances Macron quand ils sont passés en CSE. Ils ont fait les formations nécessaires sur ce point et le RGPD a été un peu mis de côté, on va le dire. Par contre, on se rend compte également sur le terrain que les directions, quelle que soit la taille du CSE, commencent tout doucement, mais ça se précise de plus en plus, à aborder ce sujet et à demander aux élus de vérifier s'ils sont bien en conformité avec le RGPD. Donc, du coup, je vais passer la parole à Kesha qui va vous expliquer comment, effectivement, un CSE peut se mettre en conformité en plusieurs étapes. Merci à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Les CSE, pour se mettre en conformité avec le RGPD, ils ont un certain nombre d'actions à effectuer. Alors, la première étape, c'est de désigner une personne qui sera en charge de
mettre en conformité le CSE avec le RGPD. Donc, cette mise en conformité peut se faire à travers la désignation d'un pilote ou à travers la désignation de ce qu'on appelle un DPO. Donc, c'est l'acronyme pour le Data Protection Officer. Donc, en français, ça donne délégué à la protection des données. Alors, la différence entre un pilote et un DPO, c'est que le DPO, il a un certain nombre de compétences juridiques. En fait, il a des qualités professionnelles. C'est vraiment, enfin, il a fait une formation pour acquérir toutes les compétences spécifiques qu'il faut avoir pour être DPO. Alors qu'un pilote, c'est un simple, ça peut être un membre du CSE ou sinon le CSE peut créer une commission à cet effet. En plus, le DPO, il est obligatoire dans un certain nombre de structures comme des organismes publics, les entreprises qui ont des activités qui les amènent à traiter des données dites sensibles, par exemple les données de santé, les infractions, les données qui permettent de savoir l'appartenance politique des salariés. Donc le DPO, c'est vraiment un acteur vraiment particulier. Le pilote et le DPO, ils ont un rôle d'accompagnateur du CSE. Donc ils vont le faire en informant le CSE par rapport à, par exemple, aux données personnelles qui circulent dans le CSE, en le conseillant sur le RGPD, en réalisant l'inventaire, en coopérant aussi avec la CNIL, en pilotant la conformité. Et en plus, le DPO, il a le rôle de sensibiliser le CSE par rapport à ce qui est protection des données. La deuxième étape à faire lorsque le CSE veut se mettre en conformité avec le RGPD, c'est de réaliser un inventaire. Donc cet inventaire, il sera réalisé par le pilote ou le DPO qui a été identifié. Et cet inventaire, il se fait il passe par l'identification, en identifiant les données personnelles qui sont manipulées au sein du CSE. Ensuite, le pilote ou le DPO vont identifier les personnes qui sont concernées par l'utilisation de leurs données. Et ensuite, le pilote ou le DPO va identifier les mesures qui ont été mises en place pour garantir la sécurité de l'utilisation des données personnelles. Donc, après avoir fait cet état des lieux, le pilote ou le DPO va mettre en place un certain nombre de mesures correctives. Par exemple, s'il se rend compte que, je ne sais pas, le CSE a demandé dans le cadre des ASC, a demandé des informations telles que, je ne sais pas, la religion des salariés, alors que pour cette activité, il n'y avait pas besoin de demander. Pour les prochaines fois, il va faire en sorte qu'on ne demande plus cette information. Et ensuite, la troisième étape, ça va être de mettre en place des mesures de sécurité. Donc, par exemple, si dans le cadre des ASC, le CSE a demandé, a créé un fichier avec le nom, le prénom, les adresses des salariés, et que ce fichier est dans un placard dont tout le monde peut avoir accès. À ce moment-là, le pilote, pour mettre en place une mesure de sécurité, il va mettre ce fichier, par exemple, dans un placard qui se ferme à clé et faire en sorte que cette clé soit accessible seulement soit que par lui ou par le trésorier du CSE. Alors, je rebondis par rapport à, j'ai vu une question, est-ce que le DPO du CSE peut faire partie du bureau? Oui, en fait, c'est le CSE qui désigne, qui va désigner un membre soit du CSE ou soit créer une commission. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr, Florence, ouais. Oui, parce qu'en fait, il faut faire très attention. J'empiète peut-être un peu sur mon intervention de tout à l'heure, mais sur le risque de conflit d'intérêts.
Et ça, c'est explicitement marqué dans le RGPD. Justement, un secrétaire de CSE, il ne peut pas être DPO du CSE. Parce que là, du coup, il est jugé parti. Parce que le responsable de traitement ne peut pas être DPO. Or, le secrétaire du CSE est responsable de traitement pour le CSE. Pour toutes les activités, pour tous les traitements du CSE, c'est lui qui décide qu'il va faire tel traitement. Donc, il ne peut pas à la fois décider puis vérifier qu'il est conforme. Donc, moi, je fais partie du CSE de ma boîte, mais on verra tout à l'heure. Peut-être c'est pas l'objet de développer ça, mais il y a vraiment un risque de conflit d'intérêts. Oui, non, mais c'est très bien de le préciser et tout. Mais par contre, tu es élu, hein, on est d'accord. Moi, je suis élu, oui. Je suis élu, mais j'ai toujours refusé d'être secrétaire. Ouais, merci de ces précisions. Je n'ai pas cédé aux pressions. Voilà. Mais pas membre du bureau. Voilà, c'est ça, membre du CSE. Mais pas membre du bureau. Voilà. Vas-y, Kesha. Ouais. Donc ensuite, l'avant-dernière étape à faire quand le CSE veut se mettre en conformité, c'est de tenir le registre de traitement. En fait, le registre de traitement, c'est un document qui permet au CSE de prouver qu'il répond à toutes les exigences qu'il y a dans le RGPD. Donc, ce registre de traitement, il y a un modèle, la CNIL a créé un modèle de registre de traitement qui peut être une base de travail, une bonne base, à adapter en fonction de votre structure. De la structure. Voilà. Il va y avoir un certain nombre d'informations à écrire dedans. Donc, quelles données sont utilisées au sein du CSE, pourquoi ces données ont été collectées, quelles mesures de sécurité ont été mises en place pour garantir la sécurité des données qui ont été utilisées. Voilà, il y a un certain nombre d'informations à mettre dedans. Et ensuite, la dernière étape à faire, c'est informer les personnes qui sont concernées par l'utilisation de leurs données des raisons pour lesquelles on a collecté leurs données, les informer aussi qu'elles ont accès à un certain nombre de droits, rectification, d'accès, modification, droit à l'oubli, dans les grandes lignes. Oui, dans les grandes lignes. Ouais. Donc, du coup, effectivement, donc là, c'est la partie, on va dire, pratico-pratique des 5 étapes résumées pour essayer pour se mettre en conformité, pardon. Mais en sus de ça, effectivement, par rapport à RGPD, on peut dire aussi que les élus ont un rôle à jouer parce que c'est une obligation légale, mais c'est aussi pour les élus un autre point d'appui par rapport à leur direction, notamment un rôle de vigilance, que c'est vrai que la direction va leur demander des comptes, puis il faut bien aux normes RGPD. Pour autant, les élus du CSE peuvent également demander à leur direction, à leur entreprise, si eux, ils sont bien également en rang de bataille sur le respect du RGPD. Aussi, juste pour mémoire, je rappelle, pour certains CSE, il peut être également informé et consulté, il ne faut pas oublier dans certaines missions, sur des décisions de mise en œuvre, par exemple, d'entreprise, sur les moyens ou les techniques qui permettent un contrôle de l'activité des salariés de l'entreprise. Donc, du coup, le CSE, dans son ensemble, a un rôle d'information, de consultation. Et également à noter, dans les entreprises qui traitent des données à très, très, très grande échelle, c'est obligatoire l'information, consultation sur ce sujet. Du coup, aussi, la mise en place à la conformité du RGPD, pour les élus, ça peut être aussi un outil de communication avec les salariés de l'entreprise, parce que justement, on va refaire un point sur les activités qui sont proposées, dans quel cadre, sous quelles conditions, avec quelles données on a besoin. Donc, ça peut renforcer un peu le discours et le lien qu'on a avec tous les salariés de l'entreprise. Et pour finir, j'aurais tendance à dire que également le sujet du RGPD pourrait éventuellement devenir un point de négociation collective pour les élus, notamment pour mettre en place un code de bonne conduite au sein de l'entreprise, mise en place d'une commission, contrôle pour vérifier que les données que l'entreprise a ne sont pas destinées à d'autres fins que celles qui sont bien utilisées, qui doivent être bien utilisées. On a déjà entendu que dans certaines entreprises, des salariés ont été sanctionnés dans le cadre d'une procédure disciplinaire, justement parce que l'employeur avait pris des informations, par exemple, de son fichier client ou d'une altercation avec un des clients de l'entreprise et un des
salariés pour justifier une grosse sanction disciplinaire. Donc voilà, je pense qu'il y a, hormis le schéma traditionnel du CSE et de sa mise en conformité avec le RGPD, les élus ont d'autres aussi actions dans les informations consultations et s'assurer également que leur entreprise respecte bien toutes les règles de RGPD. Nathalie, je me permets alors déjà, je vous ai mis dans le chat par rapport à ce que les 5 points qui ont été déroulés par Keshia, et je vous ai mis vous pouvez retrouver si la synthèse de ces points vous intéresse. Je vous ai mis le mail de contact@3e. groupe3e.fr, et donc là vous recevrez par mail la synthèse pour celles et ceux qui la désirent. Donc n'hésitez pas, c'est dans le chat. Nathalie, en rebond, tu parlais des missions d'information consultation, des missions dans le cadre de l'information consultation, et quid de la réalité de direction qui commence à refuser de transmettre des informations aux experts, dont vous en l'occurrence, au regard de dire il y a des données dominatives là-dedans, donc RGPD, donc on ne vous les transmet pas. C'est ça, voilà, ils essayent. Ils essayent, oui, bien sûr. Ils essayent, mais par exemple, si on prend, quand on a une information, on consulte sur la mission politique sociale, les élus ont le droit, par exemple, à avoir accès au registre du personnel. Et en plus, de toute façon, du RGPD ou pas, les élus sont tenus au secret de toutes les informations confidentielles qu'ils ont entre les mains dans le cadre de leur mission sociale ou économique. Un autre bon, est-ce que concrètement, tu le vois, parce que c'est une question qui était posée dans la salle, et on va y revenir, la capacité d'une direction à dire qu'il y a des directions qui adressent le fichier, qui fait un export régulier du fichier du personnel au CSE pour notamment l'aider dans la gestion des activités sociales et culturelles avec les entrées, les sorties, etc., avec des données nominatives, et qui à un moment, avec le RGPD, dit c'est terminé maintenant, vous n'êtes pas en conformité, on vous file plus le truc. Voilà. Bah, oui, ça c'est sûr, c'est ce qui se passe depuis que le RGPD a été mis en place. Et du coup, enfin, je rappelle aussi que la direction, dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, elle n'est pas obligée de fournir un état du personnel à une date donnée, par exemple pour l'attribution des bons Noël en fin d'année. Pour autant, on va dire qu'avant qu'il y ait cette loi, allez, 80% jouaient le jeu et effectivement donner un fichier de nom, prénom, date d'entrée, de contrat pour que les élus, les facilités dans leur bon de commande de fin d'année et ainsi de suite. Et depuis qu'il y a le RGPD, ils sont beaucoup plus frileux. Et en plus, l'argument, c'est de dire, si vous n'êtes pas encore en ordre de bataille conforme au RGPD, on prend aucun risque, on vous donne rien. Donc voilà, on joue un peu au chat qui se mord la queue, comme on dit chez nous. Donc effectivement, ça devient compliqué. Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises, effectivement, il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, beaucoup de CDD. Donc du coup, les élus, ça leur demande un travail phénoménal c'est à eux de recueillir les bonnes informations. Et voilà. Okay. Donc effectivement, par contre, effectivement, la direction, vu qu'elle n'est pas obligée, mais elle peut le faire, et c'est complètement légal. Enfin, je veux dire, si le CSE a bien fait son RGPD, et que la direction aussi, et qu'il y a une communication d'une liste avec quelques infos à communiquer au CSE pour des activités, on en informera bien évidemment les salariés que la direction a transmis, par exemple, juste le nom, prénom, la date d'entrée pour voir s'il a droit à son bon Noël en fin d'année. Voilà, c'est juste après une information entre les deux, et ça, c'est complètement légal, et ça ne doit pas poser ni problème à la direction, ni au CSE. Ok. J'en profite, là, dans le sondage qu'on a lancé, là, pour l'instant, il y a 64% des répondantes et répondants qui disent que la direction ne leur a pas demandé le moindre compte sur leur conformité RGPD. Donc, elle n'est pas venue sonner à leur porte sur le sujet de la RGPD. Pas encore. La tendance est peut-être à la hausse, comme tu le dis. Voilà. Et dernier point, dernier point, c'était sur la capacité, quand même, donc la direction a la capacité de challenger le CSE sur dire est-ce que vous êtes en conformité ou pas. À l'inverse, quid de la capacité aussi du CSE de challenger la direction pour dire est-ce que vous êtes également en conformité RGPD?
Exactement, exactement, ça marche dans les deux sens, tout à fait. Voilà, donc effectivement, c'est un peu un jeu de ping-pong, mais je pense, c'est pas je pense, je suis sûre, c'est important également que le CSE s'assure que son entreprise, sa RH, enfin tous les services qui traitent les données personnelles, que ce soit le service paye, la mutuelle, enfin bref, effectivement, soit bien également aux normes, voilà, et que les salariés soient bien informés de ce qu'elles ont comme données et à quelle utilisation. Ok. Comme je l'ai dit, on a déjà vu, certaines données peuvent des fois servir dans le cas d'une sanction, des choses comme ça, on l'a déjà vu sur le terrain. Ok. Voilà. Parfait. Merci à toutes les deux. Vous n'hésitez surtout pas à intervenir quand vous le sentez. Et donc, on va passer au témoignage utilisateur. C'est quand même intéressant de voir un peu concrètement les élus, comment ils vivent ce règlement et comment l'appliquer. Donc, on va commencer avec toi, Cyril. Donc, tu es trésorier d'AML System, donc un site de Dirson. 240 salariés. Il y a une partie, il y a 2 sites, il y a 240 salariés à Hirson, alors c'est dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Et il y a une partie R&D avec une trentaine de salariés sur un autre site. Toi, tu es délégué CGT. Alors, pour me mettre dans le bain, vous deviez vous former à la RGPD, mais vous ne l'avez pas fait. Vous deviez vous former avec 3E, mais ça n'a pas été fait en 2023 parce que, priorité oblige, vous avez priorisé sur le fait de se former sur la classification, l'application de la convention collective de la métallurgie. Et pour vous, c'est monté au-dessus de la pile et vous êtes formé à ça. Donc, a priori, vous allez mettre le couvert en 2024, mais c'est dans le rang des priorités où tu mets ça. C'est exactement ça, oui. Il y a une nouvelle convention collective nationale qui était en négociation depuis 6 ans. Donc, elle a été signée. Donc, elle va s'appliquer à tous les métallos de France au 1er janvier 2024. Donc, cette convention, elle va avoir de nombreux impacts, notamment sur la classification, la rémunération, le temps de travail, les contrats de travail. Donc, pour nous, c'était très, très important de se former sur ce point. Donc, nous avons eu des formations, des journées d'études par nos fédérations, tous syndicats respectifs, séparés. En complément de tout ça, les élus du CSE ont souhaité quand même se former en surplus et ensemble, justement, pour aussi arriver un peu liés en réunion devant le patronat. Alors, le sujet, ce n'est pas classif. Hein. On ne parle pas sur la classif parce que c'est un sujet en soi. Oui, mais en fait, c'était pourquoi on a choisi de se former là-dessus. Donc après la RGPD, pour l'instant, je pense que notre direction, elle est assez occupée avec la nouvelle convention collective et la classification, donc elle ne nous embête pas plus que ça sur notre site d'Hirson avec la RGPD. Mais bon, il va falloir y passer. Après, les droits à la formation n'étant pas extensibles, on a choisi de prioriser la convention collective, mais bon, ça sera à l'ordre du jour sur 2024. Et suite même à des échanges avec des collègues hier de l'autre site, il serait peut-être même bien, toute étiquette syndicale confondue, de mélanger des élus des 2 sites pour partir sur les mêmes bases. Ouais, très intéressant de le dire parce que… Oui, juste pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, du coup, parce que c'est censé être applicable à partir de 2018. On a, comme un peu tout le monde, on a plusieurs mandats, on court partout, on a la tête à droite, à gauche, et ça n'a pas été au rang des priorités avant. Alors, moi, je me permets un point important et je te relance là-dessus parce que, OK, vous n'êtes pas en conformité RGPD au sens légal du terme, au sens strict. Pour autant, et ce qui est intéressant de t'entendre et de le dire, c'est qu'a priori, en bonne intelligence, vous appliquez des principes de naturellement RGPD, c'est-à-dire de minimiser au maximum les données personnelles que vous chopez. Comment tu peux l'illustrer ça? Voilà, naturellement, vous le faites. On va dire ensuite une lutte victorieuse en 2010. Nous avons réussi à obtenir une subvention mensuelle supplémentaire sur les œuvres sociales de 0,65% de la masse salariale afin d'attribuer une prestation de chèque vacances. Et donc, on a choisi de favoriser les plus bas salaires. Donc, comment on a fait ? On a réparti les salaires en 3 tranches. Donc, tranche A, B, C. Une première tranche, le salaire de base inférieur à 2 SMIC.
tranche B, salaire de base compris entre 2 et 3 SMIC, et tranche C, un salaire de base supérieur à 3 SMIC. Donc, suite, on va dire, on remet chaque année à tous les salariés un formulaire. Donc, il remplit, en gros, il atteste sur l'honneur. C'est une autodéclaration dans quelle tranche il se situe. Et sur cette base, nous attribuons 200, 250 ou 300 euros de chèque vacances. Voilà un peu notre fonctionnement sur cette partie. OK. Par contre, quand on parlait de capacité de la direction à vous filer des informations, tu notes, depuis 1 an, la direction vous transmet plus les adresses perso, les adresses postales personnelles des salariés. Et dans quelle mesure il y a un lien avec l'RGPD, et notamment, vous, ça vous permet, quand il y a quelqu'un en arrêt maladie, en arrêt de travail, d'envoyer des trucs au domicile, etc. Et ça, depuis 1 an, c'est terminé. Alors, sur la partie chèque vacances, on avait déjà essayé avec des différentes directions successives, puisqu'elles changent tous les 3-4 ans, on va dire, de nous faire valider notre liste, juste nous dire, oui, c'est OK, ou telle personne, elle n'est pas OK, charge à nous après d'aller les revoir. Donc ça, la direction a toujours refusé. Et depuis, comme tu disais, là, depuis à peu près 1 an, on a même un peu de mal à avoir les adresses postales. Donc, imaginons, il y a une personne qui a un arrêt maladie assez long, elle n'est pas là à Noël. Bon, on lui envoie, avant, on lui envoyait sa carte cadeau en recommandé. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les adresses de tous les salariés. Quand on demande à la direction, elle nous dit non, on ne peut pas vous transmettre l'adresse. Donc, on prépare l'ensemble avec le recommandé, on le donne à la direction, il l'envoie. Nous récupérons l'avis de passage du facteur et donc il y a l'adresse dessus. Donc, du coup, c'est un peu bizarre comme refus, mais je pense que ils essayent aussi peut-être de s'y mettre tout doucement, mais comme vous dites, il y a peut-être d'autres priorités aussi. Mais ça peut causer quelques petits blocages et qui, à la fin, pénalisent le salarié qui aura sa carte cadeau en retard ou autre. Cyril, il y a un point, par contre, je précise, c'est votre autodéclaration pour l'attribution des chèques vacances, elle est quand même elle est en porte-à-faux par rapport à l'URSSAF. L'URSSAF, elle ne voit pas ça, les choses comme ça. Hein. Donc, on a déjà eu des remarques par l'URSSAF sur d'autres sujets. Sur ce sujet, à cet instant, on n'a pas eu de remarques. Alors, on essaye de la jouer comme ça. Et donc, le but, nous, c'était de ne pas être trop intrusif, justement, avec les salariés. Après, si demain, on a un contrôle URSSAF et ils nous font une remarque, non, votre système, il n'est pas bon, il faut faire autrement. Ça sera aussi plus simple pour nous à aller vers les salariés, dire voilà, aujourd'hui, on faisait comme ça parce qu'on ne voulait pas être intrusif. Là, on a une remarque de l'URSSAF, nous devons procéder autrement et voilà ce qui en découle. Donc, ça sera pas, je pense que pour le salarié, ça ne sera pas la volonté du CSE d'être intrusif, mais ça sera le côté légal qui fera et ça ne sera pas perçu non plus pareil, je pense. OK. Une petite question. Alors, sur la R&D, tu disais, on va peut-être se former ensemble, parce qu'a priori, sur la R&D, c'est des élus sans étiquette. Et donc, tu disais, l'intérêt de se former ensemble, tous les élus, toutes étiquettes, non étiquettes, peu importe, on se forme tous ensemble sur la RGPD pour avoir un socle commun. C'est d'autant plus important que, pour l'instant, vous avez des approches différentes en matière de traitement des données personnelles, parce que tu me disais qu'au niveau de la R&D, ils demandaient, par exemple, là, pour le coup, ils demandaient les bulletins de salaire. Ils demandaient les bulletins de salaire. Et donc, pour l'attribution des chèques vacances. Oui. Ouais. Et comme ils n'étaient pas non. Et là, par contre, la direction leur demande des comptes en termes de RGPD davantage parce que, a priori, depuis 1 an, ils ne sont plus en capacité de distribuer des bons d'achat, des bons cadeaux pour les enfants. A priori, là, il y a un problème de transmission d'informations. Oui, le souci qu'il y a eu, c'est que une personne, donc une élue du CSE du Bourget, donc, pratique comme les années précédentes, elle envoie un mail à l'ensemble des salariés du Bourget en leur demandant, donc c'était pour les ayants droit, pour les cartes cadeaux Noël enfants, de leur transmettre une copie du livret de famille. Et il y a la responsable DPO côté direction fraîchement formée et nommée qui a mis halte là, attention, qu'est-ce que vous allez faire de ce document-là? Où va-t-il être stocké? Combien de temps allez-vous le garder? Quand est-ce allez-vous le détruire? Plein de questions qui sont arrivées, mais apparemment pas dans le mode sympa, vraiment avec de l'invective. Et donc, les élus du Bourget, n'étant pas non plus conscients et formés complètement sur la RGPD,
ont préféré faire attention, puisqu'on leur a dit aussi qu'il pouvait y avoir un risque qu'un salarié mécontent dépose une plainte à la CNIL. Donc, ils ont préféré, sur l'année dernière, mettre en suspens la prestation carte cadeau pour les ayants droit, en attendant de se former, de le faire correctement pour pas se faire redresser ou avoir des soucis. Super, merci Cyril pour ce témoignage qui illustre bien, qui rebondit très bien, qui met dans le bain par rapport à l'introduction de Kéchia et Nathalie. D'ailleurs, Kéchia, peut-être que tu auras un point, comme tu le sens, mais sur le côté des risques induits. Là, Cyril en parlait, le risque d'un salarié dépose plainte à la CNIL parce qu'il considère que son livret de famille, il n'est pas sécurisé, etc. C'est quoi les risques, Kéchia, ça t'intéresse? Oui, alors la CNIL, elle peut émettre des sanctions et ça peut être des sanctions pécuniaires si jamais la CNIL se rend compte qu'il y a eu une violation du RGPD. Ça peut être aussi des sanctions comme, je ne sais pas, réduire les flux du CSE, les flux Internet du CSE. Et il y a aussi des sanctions judiciaires. Notamment pénales. Par exemple, si on se rend compte que le CSE parce qu'il y a une infraction dans le code pénal. Ça a porté préjudice au salarié. Oui, voilà, ça a porté préjudice au salarié, donc il peut y avoir des infractions pénales et civiles. Faut quand même pas affoler le monde. La CNIL, vous m'entendez bien? C'est bon. Il y a d'abord des mises en demeure. Hein. Oui, ils viennent d'abord faire un audit, ils regardent, ils vous conseillent. La CNIL, c'est un organisme indépendant qui est là pour faire en sorte que les droits des gens soient préservés. C'est ça qui est important, c'est pas forcément de sanctionner, à part pour Google, parce que ça fait des sous, mais pour un CSE, ce qu'il faut, c'est être conforme. Et ils viennent d'abord faire un audit, ils font des mises en demeure si jamais c'est vraiment trop violent. Et après, ils reviennent 3 mois après pour vérifier que ce qu'ils ont demandé a été fait. Si ça a été fait, on en reste là, quoi. Donc, il ne faut pas non plus trembler comme une feuille. C'est toujours le minimum, le maximum. Ça permet des fois, quand on parle du maximum de ce qu'il peut y avoir comme sanction, de faire prendre conscience quand même qu'il y a peut-être un enjeu et d'essayer de bien faire les choses. Non, mais clairement. Voilà. Mais je veux dire, la première chose, c'est pas une sanction, parce que la sanction max, c'est 4 millions d'euros, je crois, comme ça. Ouais, je sais plus, il y a un truc comme ça. Enfin, pour un CSE, ça fait beaucoup. Mais après, ça dépend du type d'entité, parce qu'il y en a, la sanction pécuniaire, elle va être en pourcentage du chiffre d'affaires. Non, c'est le maximum des deux, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Parce que le principe, le chiffre d'affaires d'un CSE, c'est pas énorme. Donc... En théorie, on va parler justement. On va parole à. Merci. 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires, c'est ça. J'avais inversé les deux. Oui, c'est ça. Merci. C'est combien, rappel, Florence? Il y a quelqu'un là qui l'a mis dans le chat. 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel. Bon, donc c'est 20 millions d'euros en fait pour un CSE en principe, parce que 4%, ça ne doit pas faire 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires. Ok, bon, Fernando, au niveau de MTAC, vous n'êtes pas encore à 20 millions d'euros de budget, mais pour autant… Ça ne va pas tarder. Bon. Alors, pourtant, vous êtes un gros CSE, dans le sens en termes CSE du terme, donc vous avez plus d'1,5 million de budget. Vous gérez les ASC pour 1500 salariés, donc de droit privé. Pour autant, et ça va vraiment être intéressant de t'entendre par rapport à tout ce qui a pu être dit, là, on avait le témoignage de Cyril, 240 salariés, on est encore dans une PME, on va dire une grosse PME. Vous, ça commence à devenir une ETI. 1500 salariés, on passe il y a d'autres contraintes qui arrivent. Et pour autant, même combat que Cyril, vous êtes, on va dire, au sens légal du terme, pas encore en conformité RGPD. Pour autant, est-ce que là, par même question qu'avec Cyril, vous considérez être conscient quand même des enjeux, pour autant en termes de données personnelles, d'autant que vous avez un pôle social, donc vous faites de l'assistance au logement, etc. Donc vous chopez des données quand même
personnelles également liées à la vie perso des gens, etc., qui sont clairement des données sensibles. Vous gérez aussi une partie de la complémentaire santé et de l'appareil, idem, données sensibles, et tu considères ne pas faire n'importe quoi en tant que secrétaire, en tant que responsable du traitement des données. Oui, alors je vais détailler un peu quand même. Ouais, Oui, pour nous, c'est comme Cyril, la RGPD, jusqu'à présent, ça n'a pas fait partie de nos priorités. On a eu beaucoup d'autres dossiers à traiter, des dossiers sociaux. Après, je ne vais pas les énumérer. Il y en a beaucoup. Donc, c'est vrai que pour nous, la RGPD, ça passe en second plan. Après, le système qu'on a en place sur les données des salariés, déjà, toutes les prestations, je dirais, issues des œuvres sociales, on a fait en sorte de tout simplifier. J'ai pas besoin des fiches de paye des salariés, j'ai pas besoin du quotient familial, j'ai juste besoin de savoir qui sont mes ayants droit. C'est-à-dire que lorsqu'un salarié, lui, il rentre à MTAG, donc quand il va signer son contrat de travail, en parallèle, on lui donne un document où il va renseigner son nom, son prénom, son conjoint, ses enfants, ses ayants droit, et avec les pièces justificatives. Et que MTAG a besoin aussi, parce que nous, de notre côté, on a besoin de pièces justificatives par rapport à l'URSSAF pour les ayants droit, et MTAG pour pouvoir bénéficier de la protection sociale. Donc, vous avez la mutuelle, la prévoyance, vous avez la carte de circulation. Donc, tous ces documents sont demandés à l'entrée. Donc, après ces documents-là, nous, on a intégré dans notre règlement CSE à ce que la direction nous transmette justement ce formulaire qui est spécifique au CSE, que chaque salarié peut modifier quand il en a envie. Il y a la petite phrase qui va bien, RGPD, etc. Vous pouvez modifier. Et voilà, nous, on a besoin que de ça. Après, au quotidien, je dirais, par rapport aux œuvres sociales, par exemple, les chèques vacances, j'entendais Cyril qui me parlait de chèques vacances, qui me disait qu'il avait créé 3 niveaux. Il a besoin de la fiche de paye pour pouvoir les attribuer. Nous, on attribue des chèques vacances, mais on a fait hyper simple et c'est en conformité avec l'URSSAF, je l'ai fait valider. Nous, on donne une somme de base à tous les salariés, c'est la même somme, et après, on rajoute 70 € par enfant à charge. Donc ça, on le sait. Donc c'est pour ça on a vraiment une base de données qui est très simplifiée. Voilà. Après, je suis conscient que lorsqu'il a fallu, c'était en 2018, hein, moi je suis arrivé en tant que secrétaire du CSE en 2019, fin 2019, on s'est intéressé à la RGPD, sauf que derrière, la crise sanitaire est arrivée, on a eu des tas de dossiers à gérer et c'est passé un peu aux oubliettes. Voilà. Donc, voilà la situation d'aujourd'hui. Après, je pense qu'on va s'y mettre. Hein, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus carré, sérieux. Mais là, on est en période électorale, on a nos élections, donc on a décidé d'attendre le mois de novembre, de passer les élections et de voir après le processus qu'on va mettre en place. Alors, Voilà. Fernando, si je sans trahir de secret, donc tu l'as dit, vous avez vos élections qui arrivent en novembre, et que là, pour le coup, la direction c'est la direction. Comment, en fait, c'est la direction, comme tu l'as dit, vous avez la chance d'avoir une direction qui vous fait l'export, qui vous transmet toutes les informations, la mise à jour des informations liées aux données du personnel qui vous permettent ensuite de gérer les ASC notamment. Et ça, c'est la direction qui va financer, après les élections, le diagnostic qui va vous permettre de mettre en place le référentiel de traitement des données, etc. C'est la direction qui va le financer, qui va le prendre en charge. Oui, en fait, ce qui s'est passé en 2019, on nous avait proposé, la direction nous avait proposé de faire un diagnostic dans un premier temps, voir où est-ce qu'on en était par rapport à la RGPD. Nous, on avait tout simplement accepté, ça devait démarrer février 2020, en plein début de crise sanitaire, on va dire, et puis du coup, c'est passé à la trappe. Mais oui, je pense que nous, notre direction, il n'y a pas de souci, et puis moi, j'ai toujours considéré aussi que le président du CSE, c'est pas moi, c'est le directeur général. Moi, je suis que secrétaire du CSE, donc à lui de nous demander des comptes aussi. Bon, entre-temps, après, je vous passe un peu les détails. On a changé 2 fois de direction. Hein, c'est plus
On est dans une situation un peu inédite, mais je pense que là, la nouvelle direction va nous proposer un diagnostic et nous aider à faire le nécessaire. Après, on pourrait le faire à travers un cabinet extérieur, etc., etc. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, pour nous, ça n'a vraiment pas été notre priorité. Et des données. Après, dans mon CSE, j'ai la chance d'avoir un budget de fonctionnement. On a une secrétaire comptable qui est embauchée par le CSE. Elle n'est pas. C'est pas une élue. Elle gère toutes les données personnelles. J'ai entendu au démarrage, c'est dans un placard, c'est fermé, personne n'y a accès. Voilà, indirectement, j'ai un peu l'impression qu'on respecte déjà pas mal de critères RGPD. Voilà. Ouais, de toute façon, on le verra avec le témoignage de Florence, c'est beaucoup aussi de bon sens aussi, et on peut faire de la RGPD sans savoir, quoi. Maintenant, après, il faut maintenant aussi formaliser les choses et pour se mettre en conformité. Ce que tu me disais, un petit rebond, Fernando, c'est concernant, tu disais, ouais, pour toi, il faudrait une obligation de se former, quoi. Si on n'en passe pas par là, ça va être, les choses vont avancer quand même très lentement. On le voit avec les priorités. Il y a moins d'élus, il y a moins d'élus, le passage en CSE, tout ça. Enfin, remettre la couche RGPD là-dedans, c'est compliqué. On le voit avec vos témoignages. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Déjà, la fusion des instances, elle a quand même elle a réduit pas mal les moyens pour les représentants du personnel. Moi, si je dois, franchement, à la lettre, faire tout ce que je suis censé faire en tant que secrétaire du CSE, il faudrait que je sois détaché à temps plein pour tout faire. Et je pense que le gros problème des CSE, c'est un gros manque de moyens. On n'a pas les moyens pour pouvoir tout faire. Donc, on est obligé d'utiliser le budget de fonctionnement pour ça aussi. Mais ceci étant, moi, je connais des CSE, ils ont rien en budget de fonctionnement et ils sont focalisés sur le social. Voilà, mais pas le reste, sur l'organisation. Et puis, il faut des gens compétents, formés. Le référent CSE, parce que tout à l'heure, il y avait une question, est-ce que le DPO et le référent CSE, c'est pas la même chose, je crois. Enfin, je pense que Florence, elle pourra nous dire. Pour moi, quelqu'un qui veut être référent, oui, je pense qu'il devrait y avoir une obligation de formation pour pouvoir occuper ce type de poste. Moi aujourd'hui, je suis incapable, en tant que secrétaire, je lis comme tout le monde, de savoir exactement quelles sont mes obligations. Et c'est pour ça que pour moi, la formation, elle doit être obligatoire. Moi, je pense que là-dessus, il y a quelque chose à creuser. Ok, merci Fernando. Tu te sens, tu peux rebondir. N'hésitez pas à rebondir dans le chat ou ce que vous voyez. Et puis voilà. Merci à toi. Florence, donc, écoute, tu as déjà eu l'occasion d'intervenir. C'est très bien. Donc, toi, tu es élu dans on va dire, dans une PME. Toi, ton établissement, il y a 60 salariés, il est à Bagneux. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Je ne sais pas. Métallurgie? Métallurgie aussi, oui. Métallurgie. Oui. Vous êtes métallurgie et alors c'est intéressant parce que c'est tout gagnant pour le syndicat parce qu'au début tu as été élu sans étiquette au niveau du ex-CHSCT. Ensuite tu as rejoint tu as été raccroché par la CFE-CGC pour autant la formation de DPO que tu as initiée, tu l'as initiée avant d'être militante, d'être représentante syndicale. Et si tu peux nous expliquer ce qui nous a amené, ce que ça veut dire quoi, une formation de DPO? On en parle beaucoup depuis là, concrètement, de voir ce que c'est et les limites de l'exercice et l'intérêt de l'exercice. Oui, alors en fait, je me suis formée DPO pour mon métier d'ingénieur et non pas pour le CSE, parce que je suis ingénieur data et que j'ai eu à gérer une grosse quantité de données personnelles. Que quand j'ai posé la question à mon directeur technique, il m'a dit te soucies pas de ça. Et si. Et du coup, j'ai regardé un peu, j'ai fait des mocks sur la plateforme Fun, si vous connaissez, c'est vachement bien, France Université Numérique. Et je suis tombée sur un mock du Guillaume Desjamps-Passano. J'ai fait ça.
En fait, à la fin du MOOC, il nous dit: «Mais en fait, bon, c'était un produit d'appel parce que moi, j'ai un certificat au CNAM, allez-y, hop, glissez doucement». Je dis: «Bah, ouais, c'est pas mal parce qu'en fait, moi, si je suis ingénieur, hein, vraiment, je suis ingénieur, vous verrez, c'est plus, je suis plus ingénieur que juriste, quoi. Et si je comprends pas tout, je comprends rien, en fait. J'ai besoin d'avoir, tous les éléments, quoi. Donc je voulais m'armer, pour, savoir ce que je devais faire avec toutes ces données personnelles, qu'on m'avait mis entre les mains et comment faire pour rester dans le cadre, quoi. Donc j'ai fait ça en 2018-2019. J'ai eu mon certificat en 2019 donc sur ces entrefaites, le CE est devenu un peu CSE. Moi j'étais au CHSCT, depuis une dizaine d'années. Naturellement, on m'a demandé avec le passage au CSE, si pour, rester à la C2SCT, je voulais me mettre sur une liste. C'est la CFE qui a dégainé en premier. Un peu plus, j'allais à la CGT, hein, je veux dire, je suis pas heu et du coup, j'en ai profité pour demander au CSE si ça les intéressait de me nommer DPO parce que c'est une nomination DPO, en fait. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On peut être effectivement, en charge du sujet, mais un DPO, il doit être nommé. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai mon certificat de spécialisation au métier de DPO, là, mon joli diplôme, que, je suis DPO. Il faut avoir pour être DPO, il faut avoir à la fois les compétences, en protection des données et la nomination, par l'entité en tant que DPO. Parce qu'en fait, le DPO, c'est un petit peu c'est une boîte à lettres par rapport à la CNIL, si vous voulez. C'est quelqu'un qui va faire l'interface entre, les instances, de l'entité qu'il représente et les instances, comme la CNIL, quoi. Donc voilà, c'est ça qui a fait que le CSE était quand même super intéressé de ils m'ont nommé tout de suite, en fait, ça a pas traîné. Voilà, pour autant, C'est j'ai quoi touj oui, vas-y. histoire parce que là, vous êtes c'est un petit CSE, 60 salariés. Mais quelque part, on pourrait se dire, il n'y a pas besoin d'un DPO. Là, est-ce que tu vas expliquer le Non, il principe? n'y a pas besoin. Il n'y a Clairement, pas il n'y a pas besoin. besoin. Alors, pourquoi un DPO? Pourquoi mettre le sujet? Voilà. Et pour autant, pourquoi ça a du sens? Bah, en fait, la nomination d'un DPO, elle est obligatoire que dans un nombre de cas assez réduit, effectivement. C'était pas du tout le cas de mon CSE. Mais c'est pas pour ça que c'est pas recommandé. Parce que avoir quelqu'un de dédié qui connaît le sujet, bah, c'est quand même une richesse. Et puis la CNIL, elle est contente d'avoir quelqu'un à qui parler si jamais elle veut faire un contrôle. Enfin, c'est déjà rentrer dans la conformité que de nommer un DPO, quoi. C'est déjà un pas en avant, quoi. Mais pour autant, un pilote suffirait. Enfin, on est d'accord. Quelqu'un ou Fernando en parlait d'un référent. Enfin, un DPO c'est encore mieux, mais un référent, un élu qui va vouloir devenir référent sur le traitement des données ou ou le pilote dont parlait Kesha, c'est également une solution, on va dire, sans forcément avoir fait passer le certificat qui va bien derrière. Oui, c'est ça, mais le certificat, il est juste là pour dire que j'ai les compétences requises, hein. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Et donc concrètement, toi, tu m'expliquais que dans votre CSE, là à Bagneux, il n'y a que du papier principalement, Bah, beaucoup de papier. et Beaucoup si de tu papier avec une armoire sécurisée. Voilà, ça minimise un peu les risques. Alors, à partir de là, histoire qu'on voit le boulot que ça représente, Kesha en a parlé, un des points d'orgue du travail pour se mettre en conformité, c'est de remplir le registre des activités de traitement, hein, c'est ça? Mmh. Si le terme est C'est ça, celui-ci. exactement, ouais. C'est la base du truc, hein, c'est Exactement, ouais. comme parlait de Fernando, le diagnostic que va faire la direction sur toutes les données manipulées au niveau des ASC, c'est bien pour alimenter le registre des activités
activités de traitement. Toi, dans une entreprise, histoire qu'on voit, dans un périmètre de 60 salariés d'ayant droit, enfin de salariés, tout papier, avec un budget, je suppose, qui est quand même pas monstrueux en termes d'ASC, ça représente quoi comme boulot, ce que tu as fait? Alors, mon premier boulot, parce que quand même, je suis DPO du CSE, j'ai quelques heures de délégation, mais en termes de moyens, moi, je n'ai pas 2 jours par mois à consacrer à… Enfin, je veux dire, mes heures de délégation, c'est pas que pour ça, quoi. Je suis aussi secrétaire de C2SCT, donc je peux pas faire que ça. Donc la première chose que j'ai fait, moi, c'est que j'ai formé l'ensemble du CSE. Parce que comme ça, ils ont fait le boulot à ma place, hein. Je rigole, mais en fait, c'est beaucoup plus simple de commencer par là. C'est un petit peu une montagne à franchir, mais après, quand on est au-dessus, les choses vont mieux, quoi. Donc, je leur ai expliqué les bases, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un traitement, qu'est-ce qu'une donnée personnelle, hein, on en parlait tout à l'heure, parce qu'une donnée personnelle, c'est quand même super large. C'est pouvoir, comment dire, une donnée personnelle, c'est des données de personnes qui sont identifiées ou qui sont identifiables. Et dans le identifiable, moi, je suis allée à une conférence à la FNOR avec un gars qui faisait des stats en fait au MIT là-dessus, et il disait que avec 3 coups de volant dans un virage, avec les données qui sont recueillies sur une automobile, on est capable d'identifier une personne. C'est hallucinant. Donc, c'est une donnée personnelle, en fait. Les données recueillies sur votre voiture, là, c'est des données personnelles. Parce qu'on est capable de dire « c'est vous », même si on n'a pas votre nom. Donc, ça va loin. Donc, voilà, j'ai commencé à les former là-dessus. Parce qu'effectivement, on a le nom, on a le téléphone, on a le prénom, machin. Mais pareil, il y avait un travail comment c'était aux États-Unis, il y avait un sénateur qui voulait faire passer une loi. Je vais me noyer un peu, je pense, là, si je rentre là-dedans, mais en fait, avec juste le sexe de la personne, je crois, son année de naissance et son département, on était capable d'identifier 90% une personne aux États-Unis. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a son nom. Donc, ouais, c'est ça. Et le sénateur, il voulait rendre public des données de santé, je crois. Enfin, voilà. Donc, en fait, on pouvait identifier la personne avec ça. Donc voilà, j'ai commencé à leur dire tout ça. Attention, c'est pas parce que vous avez pas le nom que c'est pas une donnée personnelle. Savoir ce que c'est qu'un traitement. Un traitement de données, c'est-à-dire que pour faire le registre des traitements, il faut savoir ce que c'est qu'un traitement. Donc un traitement, c'est des données, une finalité, des personnes concernées. Voilà, il y a un petit groupe d'items qui font que si on en change un, ça fait un autre traitement. Donc, une autre entrée dans le registre. Voilà, donc j'ai commencé à les former à tout ça. Ensuite, bon, la secrétaire du CSE, on a une petite secrétaire à temps partiel. Je l'ai formée plus et j'ai commencé le registre avec elle. Et c'est elle qui a fini par remplir les cases après. Si vous voulez, on avait, je sais pas, une trentaine de traitements, hein. On est parti, nous, on n'a pas cherché à acheter d'Astra ou OneTrust, hein. On est parti du registre des traitements proposés sur le site de la CNIL, le modèle type, là, comme ça, on était sûr d'être dans les clous, hein, puisque c'est eux qui le proposent. Donc, s'ils nous le demandent, ils vont retrouver le format qu'ils connaissent bien. Et donc, on a fait une cartographie des traitements du CSE, c'est-à-dire une identification de tous les traitements qu'on faisait. J'ai rempli avec elle très soigneusement à peu près la moitié, puis elle a fini par le registre, sachant que bon, ça nous a pris à peu près 2 demi-journées à faire, mais ça se fait continuellement, c'est-à-dire qu'un CSE, c'est vivant. On va rajouter des activités sociales et culturelles, on va peut-être modifier certaines choses au fil de l'eau, et donc du coup, il faut mettre à jour le registre, ça se fait en continu. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de mettre à jour quelque chose qui existe que de partir de rien, quoi. Voilà.
Ok. Et pour illustrer le principe de minimisation que aussi par exemple, ce que tu fais, par exemple sur les avis d'imposition pour calculer les quotients familiales, ce que vous faites au niveau du CSE à Bagneux, c'est que les salariés arrivent avec leur avis d'imposition, mais ils repartent avec, vous les gardez pas, c'est ça? Voilà. Non, parce qu'en fait, quand j'ai été nommée, j'ai été voir la secrétaire et je lui dis: «Bah, OK, bah, tu me dis, comment tu fais là? Comment tu fais?» Elle me dit: «Bah, voilà, alors là, là, puis alors là, j'ai l'acte de naissance d'un tel et puis là, alors moi, j'ai oh yeah! Alors ça, non, déjà, hein, ça, tu n'as pas l'acte de naissance d'un tel, ça, tu vas lui rendre son acte de naissance parce que tu as vu, tu as ce que tu voulais, hein. Tu vois très bien que cette personne, elle est née en France, elle est française, tu as sa date de naissance, tu vois, et cetera, ouais. Tu pas besoin d'un acte de naissance, hein, à moins si tu veux lui piquer son identité, mais autrement, tu en as pas besoin, quoi. Donc tu gardes pas ça, quoi, parce que même dans une armoire sécurisée, il y a pas cette nécessité, quoi. Donc le principe de minimisation, effectivement, quoi. En fait, je leur ai expliqué parmi les principes, que je pourrais peut-être, détailler tout à l'heure, je sais pas. Hem, c'est fondamental la minimisation. De quoi on a besoin, en fait? On a besoin de savoir, si on veut être juste, dans quelle tranche d'imposition sont les gens, quoi. Nous, alors au CSE de Bagneux, comment on fait? On a 5 tranches, nous on n'en a pas 3, on a 5 tranches. Hem et c'est fonction du nombre de oui, c'est ça, on demande l'avis d'imposition et on a le nombre de parts, voilà. Heu et donc c'est en fonction du taux ouais, comment c'est? C'est le revenu fiscal de référence, hein, le truc à la fin là, je suis pas spécialiste de ce truc-là moi. Avec le nombre de parts, c'est déclaratif et donc nous, on leur fait remplir un papier, où, ils disent, ils attestent qu'ils nous ont montré leur avis d'imposition et qu'ils sont dans telle tranche. Ce qui fait que nous, si on a un contrôle de l'URSSAF, on a ça, enfin on a la comment dire? Le consentement de la personne, et puis le fait qu'elle nous a montré son avis d'imposition, hein, on l'a vu, on sait, dans quelle tranche elle est, on sait le nombre de parts qu'elle a. Elle a signé le truc et elle atteste qu'elle est bien dans cette tranche. Je sais pas si Ah, vous très bien, ouais, voyez le truc. c'est une idée pour toi, Cyril, ça. Mmh. Euh, Ouais, parce que par exemple, on a parlé tout à l'heure des chèques, pour les enfants. ouais. Heureusement que mes enfants écoutaient pas ça et ils auraient été horrifiés: «Comment ça, pas de chèque pour Noël?» et en fait, nous, c'est, tous les ans, la secrétaire, elle envoie un papier où c'est enfin, les gens, s'ils veulent pas le remplir, ils le remplissent pas, en fait. Elle dit: «Si vous voulez, pour vos enfants, vous nous mettez, leur nom et puis leur date de naissance, et en fonction, de leur âge, ils ont plus ou moins d'argent jusqu'à 14 ans, en fait, sous forme de chèque cadeau et donc ce papier-là, elle le garde jusqu'à ce qu'elle ait reçu les chèques, pour les donner, physiquement aux parents et après elle détruit ces papiers, quoi. Voilà, donc Ok. Florence, une petite relance sur. Tu l'as dit tout à l'heure quand tu au début, quand tu es intervenu, tu disais, enfin, si je me souviens bien, que tu avais proposé tes services aux autres CSE de l'entreprise mmh, et que tu avais des déclarations d'intérêt en disant ouais, super, ben mmh, oui, on a une ressource, on va l'utiliser, hein, mmh mh. on serait bête de ne pas le faire. Pour autant, pour l'instant, ça n'a toujours pas embrayé. Et ça rejoint un peu les éclairages de Cyril et de Fernando, quoi. C'est le manque de temps. Toi, parce que c'est aussi lié à ton métier de base, tu t'es formé, etc. Et que tu as cette sensibilité-là. Mais sinon, l'investissement que ça sous-entend, comme l'ont illustré Cyril et Fernando, enfin, c'est compliqué. Et la preuve en est, quand même il y a une ressource qui est disponible gratuitement, entre guillemets, enfin, Mmh. qui est prête à donner un coup de main, ben, ça ne percute pas. Comment tu le... Oui, alors, je suis tombée un peu dans le même cas que je crois que c'est Fernando qui parlait de 2020 là, oui, parce qu'en fait, je leur avais, j'avais réservé un Zoom, pour mars, 2020, voilà, pour faire, une présentation. Alors c'est pas parce qu'on est tombé en confinement qu'on pouvait plus faire le Zoom, mais il se trouve qu'on avait d'autres priorités, en fait.
Donc, effectivement, on n'a pas fait cette première présentation-là parce que ça supposait d'être suivi par un déplacement de ma part sur le site de Valence, ce qui n'a pas pu se faire, bien entendu. Et donc, du coup, c'est passé en priorité vraiment en bout de chaîne, surtout que la boîte a subi un PSE dans la foulée, fin 2020. Donc, oui, clairement, il y a eu d'autres priorités, quoi. C'est un peu dommage. Je les ai relancés, hein. Je leur ai dit, je suis toujours là, mais ça ne s'est pas fait. Voilà, effectivement, question de priorité. À suivre. Ouais, parce que ça, effectivement, moi, ça suppose quand même que j'aille sur site et puis que je comprenne comment il fonctionne. Parce que autant en région parisienne, je savais comment fonctionnait le CSE. Et donc, je n'ai pas eu trop de mal à comprendre les activités et puis à voir ce qui était demandé, puisque moi, j'étais aussi cliente du CSE. Donc, voilà, je voyais bien. Mais ce n'est pas le cas sur l'autre site. Donc, c'était plus compliqué. J'aurais une question pour Florence, si c'est possible. Ouais. Vas-y. Hein. Oui, tu disais avant, pour l'attribution de cartes ou chèques cadeaux pour les enfants au moment de Noël, il y avait un document et une fois que la prestation est délivrée, il est détruit. Est-ce que disons que c'est un archivage long et je pense que la secrétaire, elle est détruite au bout de 3 ans, un truc comme ça. Enfin, il y a une question de… en fait, dans le registre des traitements, ce genre de choses, tu dois le marquer. Tu dois marquer combien de temps tu gardes les données personnelles pour ce traitement-là. Et en fait, c'est ton intérêt légitime de les garder tant que la loi te le demande. C'est pas bien d'avoir le justificatif quand même en cas de contrôle, quoi. Oui, mais c'est ça. Donc, tu le gardes tant que c'est nécessaire en cas de contrôle. Mais je veux dire, c'est pas nécessaire de savoir qu'il y a 15 ans. Je pense que 15 ans, c'est pas nécessaire, par exemple, tu vois. Là, il faut demander au trésorier parce que c'est lui qui sait les durées de conservation. Je ne me rappelle plus, j'avoue que je ne me rappelle plus exactement. C'est 3 ans en cas de contrôle URSSAF et du coup, effectivement… Donc, au bout de 5 ans, on peut jeter, quoi. Voilà. Et voilà, mais après, c'est effectivement dans le registre de traitement, selon l'activité qu'on va proposer, c'est nous qu'allons… Il faut définir la bonne durée de conservation tout en étant en raccord avec le RGPD, bien évidemment, et surtout les éventuels contrôles. Donc, dans les cadres des activités des CSE, c'est essentiellement le contrôle URSSAF, on ne va pas se mentir, contrôle fiscal, il n'y en a pas vraiment. Donc, du coup, bien souvent, vu que le contrôle URSSAF, c'est sur les 3 dernières années plus l'année en cours, et on préconise minimum 4 ans, voire 5, mais pas au-delà. Donc, c'est une raison pour les garder 10 ans, on serait pas bon dans la durée de conservation des documents pour cette activité, parce que c'est une activité qui n'est pas sur 10 années, par exemple. Voilà. Si tu organises un voyage, je dis n'importe quoi, une activité ponctuelle, et que tu as besoin d'éléments juste pour cette activité, la conservation, ça sera la durée du voyage, pour l'attribution, et également sur 3 ans, pour justifier en cas de contrôle URSSAF. Voilà, c'est tout ça qui dépend. Okay. Écoutez, merci à toi, Florence. Enfin, tu l'as dit, Florence, je pense qu'on peut embrayer. Alors, il y a des questions dans la salle. Je pense qu'on n'a pas… Il y a une question, avant de la poser, pour embrayer sur ce que tu disais, Florence, et ce qui était important, parce que tu as DPO ou alors pilote, référent qui va te mouiller la chemise pour se mettre au fait de ce que ça veut dire de se mettre en conformité RGPD. Dans ce cadre-là, tu disais l'importance de faire de la sensibilisation et d'embarquer, entre guillemets, d'embarquer l'ensemble des élus, leur faire tilter, avec les exemples que tu as cités, sur ce que ça voulait dire, données personnelles, le champ énorme et ce que ça pouvait induire, et les sensibiliser pour d'être conscient de l'intérêt du sujet. C'est important. Ça me permet de relayer avec Esha et Nathalie. Quand vous, en formation, c'est quand même avant tout parce qu'il y a le côté un peu théorique, juridique, etc. C'est une chose, ok, mais c'est surtout aussi de la pratique et de dire en atelier, la pierre angulaire, c'est quand même le registre de traitement et c'est de l'initier ce registre de traitement et c'est quoi la dynamique que ça crée au niveau des élus qui vont s'impliquer là-dedans. C'est une démarche vraiment collective là. Tout à fait. Oui. Et non, effectivement, sur la formation, c'est pour ça que nous, on la propose en 2 temps. La partie, comme tu viens de le dire, juridique, technique,
et la partie atelier, c'est-à-dire que là, on va s'adapter un peu comme Florence, elle a fait pour son CSE, l'inventaire de toutes les activités. On va les accompagner justement à mettre en route le fichier de traitement. Donc après, c'est vrai que ça dépend de la taille et du nombre d'activités proposées. On dit souvent les petits CSE, les petits CSE. On a des petits CSE qui sont très dynamiques et qui proposent moult activités. Donc là, du coup, on va avoir un registre de traitement, enfin un inventaire en amont à faire très déployé, avec donc un registre en conséquence. Et à contrario, on peut avoir ceux d'autres tailles qui proposent que 2 ou 3 activités. Voilà, donc on va s'adapter. Donc effectivement, on va les aider à faire l'inventaire de tout ce qu'il y a, de comment ils procédaient jusque-là. Donc, comme on parlait tout à l'heure avec les chats, des mesures de sécurité et surtout les accompagner à remplir le fichier de traitement, le registre de traitement. Et comme l'a dit également Florence, nous également, on travaille sur la base de celui-là qui est préconisé par la CNIL, parce que globalement, il est quand même très bien fait. Il couvre, et en cas de contrôle, enfin de vérification, on est sûr d'avoir pris le bon format. Voilà, donc effectivement, on le fait donc sur une journée minimum, voire 2, en fonction des besoins. Après, si c'est des très gros CSE, donc là, ça sera différent et ça sera adapté par rapport à la taille du CSE et des besoins qu'ils ont. Voilà. Et sur la formule de base, c'est une grosse journée, une demi-journée technique et l'autre demi-journée sous forme d'atelier. Avec le plus grand nombre d'élus autour de nous, bien évidemment, que tout le monde ait la même information en même temps. Voilà. Et qu'il y ait plusieurs personnes s'approprier le registre également. Et est-ce que la question subsidiaire, c'est de mettre des élus dans une salle et potentiellement, au-delà de vraiment une formation CSE, quelles que soient les étiquettes, l'ensemble des élus, de mettre tout le monde sur la table pour dire on va cogiter, on va remettre à plat l'état, on va cartographier toutes les données qu'on traite et comment on les traite. Est-ce que ça amène potentiellement à mettre à jour le règlement intérieur, enfin, et qui est responsable de quoi, qui a accès à quoi, est-ce que c'est l'occasion de le faire? C'est une bonne occasion si le règlement intérieur existe, parce que là, depuis des passages en CSE, on ne va pas se mentir, nombre de CSE et d'entreprises, du coup, sont pas au point sur ce sujet également. Mais oui, effectivement, c'est mieux de rajouter un article dans le règlement intérieur. Effectivement, ça permet déjà de prouver qu'on s'est mis en conformité, qu'il y a un suivi et on est d'accord. Voilà. Par contre, sur le terrain, là, les règlements intérieurs, je dirais que, allez, on a un bon 40% qui sont OK et un bon 60% qui ne le sont pas. Voilà. Donc, effectivement, il faut aussi réinsister sur le règlement intérieur, qui est également obligatoire, et de repousser un peu pour que ça se mette bien en place. Surtout que là, on arrive encore en année électorale, fin 2023-2024, les mandats de 4 ans arrivent à échéance, et malgré le premier mandat, nous avons encore nombre de CSE qui n'ont pas de règlement intérieur. Hélas. Ça montre le chemin qu'il y a à faire, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de RGPD, de conformité RGPD, mais ça fait quand même depuis bien longtemps que le règlement intérieur est censé s'imposer au CSE. Oui, depuis. Après, on ne va pas se mentir, quand il y a eu le passage en CSE, ça a été violent aussi pour les élus. Donc, ils ont été sur tous les fronts, se l'approprier, être formés. Enfin, je veux dire, ils ne pouvaient pas être partout. Après, on a pris la crise sanitaire. Enfin, effectivement, les pauvres, moult chantiers. Donc, il faut bien prioriser. Et c'est sûr que, vu de leur regard, la priorité donnée à leur fonction économique dans leur entreprise et la santé et sécurité au travail, paraissait normal de passer avant le RGPD, entre autres, et le règlement intérieur aussi. Après, sur le règlement intérieur, on a également des directions qui sont frileuses d'aborder le sujet. Voilà. Par contre, je rappelle que le règlement intérieur, il protège quand même les élus dans leur mode de fonctionnement. Je parle sur la partie gestion des activités sociales essentiellement, et donc en l'occurrence le RGPD, qui fait quoi, comment. C'est aussi un garde-fou pour eux dans leur quotidien. Entendu. Il y a une question de Sophie, là, je rebondis, là, qui vient de tomber. Là, c'est le registre de traitement des données là, dont on parle, qui est un filigrane. Qui a accès à ces données? La question de Sophie, c'est que n'importe quel élu peut-il demander? Mais on pourrait même aller au-delà. Quid de la capacité des salariés à le demander? Enfin, c'est quoi? C'est qui a accès à ce registre?
Alors, déjà, le registre des traitements, il est mis en place soit par le DPO comme Florence, ou sinon par le référent RGPD, donc la personne qui a été désignée par le CSE pour mettre en conformité le CSE au RGPD. En fait, tout le monde n'y a pas accès. Par contre, si la CNIL le demande pour savoir si le CSE est en le CSE doit pouvoir le justifier et le montrer. De toute façon, si on a un référent et qu'on a mis effectivement une mention dans le règlement intérieur, effectivement, on peut informer l'ensemble des salariés qu'il est mis à jour, que c'est telle personne qui est référente et que s'il y a besoin, une question peut être posée en CSE et de s'assurer qu'effectivement le CSE respecte bien toutes ses obligations par rapport aux données que les salariés leur ont confiées en matière de RGPD. Voilà. Après, comme je dis toujours, qui peut le plus, peut le moins. Après, si un salarié a des doutes sur une utilisation, moi, à mon sens, il peut effectivement revendiquer, poser la question, être sûr et certain qu'il n'y a pas eu de divulgation de ces données et peut-être avoir accès, je pense, au registre de traitement. Voilà, en plus de la CNIL. Après, ça dépend de comment on veut se l'approprier et le lien qu'on veut en faire entre les salariés, le CSE, la direction, tout en global. Pour moi, il a accès en lecture, on dit d'accord. Ah oui, bien évidemment. Bien évidemment, pour l'application. Il y a une question qui est revenue aussi, c'est par rapport aux référents ou pilotes. C'est une question d'Anouk. Parce que est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Le trésorier ou le trésorier adjoint peut-il être désigné pilote? Est-ce que là aussi, c'est la même histoire que DPO? Il y a l'histoire du conflit d'intérêt? Pour moi, il y a le conflit d'intérêt, puis il y a le temps, parce que trésorier, s'il arrive à être DPO aussi, pareil, Kesha, le conflit d'intérêt, vous le voyez, vous, potentiel pareil? Pour moi, le conflit d'intérêt, c'est surtout pour le DPO, alors que le référent, c'est surtout, il est juste. Disons que le CSE, c'est une personne morale. Donc, il faut bien une personne physique qui s'occupe de cette mise en conformité. Après, d'accord, mais que ça soit la même personne, moi, ça me choque quand même. Que ce soit le trésorier et le… Voilà, oui. Alors, peut-être parce que chez nous, le trésorier, il met vraiment beaucoup la main à la pâte, mais je ne le vois pas du tout DPO, quoi. Je veux dire, le gars, il décide de tout ce qu'il va faire et tout. Et si on DPO, pas référent. Référent, mais même le référent, c'est quand même lui qui va décider si c'est bien ou pas, quoi. Ok. Il y a une question dans la salle qui revient en filigrane. C'est le côté, c'est Olivier qui l'a posé et qui l'a caractérisé davantage, c'est le côté externalisation de la donnée auprès des prestataires. Là, on parlait des activités sociales et culturelles et les risques, le prestataire qui va garantir le traitement, etc. Ça vous parle, ça? On change de prestat, comment ça se passe, etc. Le côté un peu, on externalise le truc. C'est peut-être une solution entre guillemets de facilité ou pas, j'en sais rien. Ça vous parle? Qui veut répondre là-dessus? Pas forcément de facilité. Il y a certains CSE qui ont fait le choix effectivement de recourir à un prestataire externe pour attribuer ou présenter par exemple, de la billetterie, des voyages, des locations de vacances via un site. Donc là, du coup, effectivement, le CSE va signer un contrat avec le dit prestataire et le dit prestataire, effectivement, dans son contrat, a toute la partie réglementation RGPD avec les tenants et les aboutissants, bien évidemment. Donc après, ça dépend la formule. Je vais passer dans le chat que c'est les salariés qui vont s'inscrire eux-mêmes sur la plateforme, rentrer leurs données personnelles. Donc là, du coup, s'il n'y a aucune intervention d'un élu du CSE qui n'a pas de code administrateur, par exemple, qui n'a pas accès aux fichiers avec toutes les données personnelles, j'aurais tendance à dire juste une information dans le fichier de traitement. Par contre, toutes les données personnelles vont du coup de la responsabilité du sous-traitant, de ce qu'on va appeler le sous-traitant. Donc effectivement, il faut s'assurer qu'on travaille avec ses prestataires, de bien vérifier le contrat, vérifier ce cadenas, qui fait quoi, à quoi elles servent les données. Par exemple, si, je sais pas, vous travaillez avec Airtel, on n'est pas là pour citer des noms, bien s'assurer que le fichier des salariés de votre CSE ne va pas être divulgué à d'autres fins
commercial à d'autres plateformes ou revendu. Voilà, donc ça, effectivement, en tant que CSE, c'est le rôle de bien vérifier que tout ça est bien cadenassé et dans le grand respect du RGPD, bien évidemment. Voilà. Et après, il y a d'autres plateformes où là, effectivement, la plateforme, elle va collecter les données directement par l'intermédiaire du CSE, ou un mail va être envoyé à chaque salarié pour qu'il se connecte individuellement avec des mots de passe individuels. Voilà, donc on ne peut pas généraliser, ça dépend du mode de fonctionnement. Il y a beaucoup, moi dans mon portefeuille client, j'ai beaucoup d'élus qui ont des codes administrateurs pour mettre à jour eux-mêmes les données personnelles, comme la date d'entrée, enfin le nom, le prénom, date de naissance, les ouvrants droit, les ayants droit, et date de sortie. Donc on en revient au problème en préambule de la direction qui ne file plus trop d'informations, c'est que des fois, il y a des salariés qui ont quitté l'entreprise, et il n'y en a pas la formation. Et du coup, le salarié est toujours actif sur la plateforme dédiée à la billetterie et aux locations de vacances, par exemple. Donc voilà, il y a tout un… Voilà, mais je pense qu'il faut vraiment reprendre… On ne peut pas généraliser, voilà. Donc, parce qu'en sous-traitant en prestataire externe, il y a une partie qui peut être complètement dédiée, une autre qui est quand même toujours dans les mains du CSE. Entendu. On arrive gentiment, doucement à l'issue de notre direct. Cyril, Fernando, Florence, si vous avez des rebonds, n'hésitez surtout pas, c'est l'occasion. Oui, bon. Moi, juste une. Pardon, Cyril. Vas-y. Alors, moi, très, très rapidement, juste une petite intervention. Hormis d'être secrétaire du CSE, j'ai aussi en charge beaucoup de réseaux de transport urbain en France, comme la RTM à Marseille, les TCL, la RATP, etc., etc. Moi, ce que j'ai pu observer sur la RGPD, jusqu'à présent, ça a été vraiment le dernier des soucis de tous les secrétaires de CSE. Ils ont vraiment pas eu le temps de gérer ce phénomène. Je dirais ça comme ça. Après, sur les œuvres sociales, moi, ce que j'ai constaté quand même, je l'entends depuis tard, que ce soit petit CSE ou gros CSE, et je pense que c'est en grande partie à cause de l'URSSAF. On demande beaucoup de documents, fiches de paye, CAF, des tas de données, alors qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Je prends l'exemple du bon Noël pour les enfants, là qui arrive, il y a Noël qui va arriver. Je ne sais pas pourquoi des CSE vont demander des quotients familiaux, etc. Le système que j'ai mis en place dans mon CSE, et d'autres CSE essaient de se calquer un peu dessus, parce que je bosse avec d'autres CSE. J'ai le groupe hospitalier mutualiste, c'est un gros truc, ils font comme nous. On a mis en place des systèmes tout simples pour éviter d'engranger de la donnée. Voilà, moi, mon fichier, moi j'ai mes ayants droit, et je n'ai pas besoin de savoir si ce qu'il a gagné à la fin du mois. Je n'ai pas besoin de savoir quel est son quotient familial, etc. Il a des droits qu'on donne, et ça m'évite d'avoir trop de données, parce que vous vous rendez compte, moi j'ai 1500 salariés. Si je dois demander le quotient CAF ou la fiche de paye pour l'attribution des chèques vacances, il va falloir que j'embauche une salariée, moi, pour le faire. Ça va être très, très compliqué. C'est pour ça que nous, on essaye, en lien avec l'URSSAF, parce qu'à chaque fois que je mets en place une prestation, je prends l'histoire des chèques vacances, ce qu'on appelle le don sec. L'URSSAF m'avait dit tout simplement, si vous voulez faire du don sec, il faut absolument mettre en place un critère social. Donc, une base pour tous les salariés. Le critère social, on rajoute par enfant. Voilà. Et ça, moi, ça m'a été validé par l'URSSAF. Ils m'ont fait un petit document qu'ils m'ont envoyé, et j'ai pas de souci là-dessus. Voilà ce que je peux en tirer. Après, je pense qu'avec tout ce que j'ai entendu, je pense que le prochain coup, on va s'efforcer d'aller faire le diagnostic, sauf si une crise sanitaire est en prévision, mais voilà. Tu vas pouvoir faire tourner le replay. Mais tu vois, je passe la parole à Cyril, mais par contre, il y a quand même, toi, tu appliques un principe égalitaire, mais Cyril, lui, il y a la notion d'équité aussi, c'est-à-dire, en fonction de ton niveau de salaire, tu ne vas pas toucher le même montant de trucs, ce qui peut aussi se défendre. Enfin, Cyril, je te laisse embrayer. Enfin, tu voulais peut-être partir sur autre chose, mais vas-y. Oui, je voulais plus partir sur le fait qu'on a eu la réforme CSE qui a diminué le nombre d'élus, qui a diminué nos moyens. Après, c'est pas évident non plus de trouver des gens qui veulent aussi s'impliquer.
On voit quand même qu'il faut se former sur le CSSCT, il faut continuer à être au plus près des salariés. Il y a un gros boulot au CSE, l'ancien DP à faire, la réclamation qui est aussi à faire. Enfin, on rajoute. À un moment, élu, ça va devenir un métier. Et moi, je pense que tout ce qui se rajoute, ça nous coupe vraiment de la proximité des salariés. Et c'est pas bon, il faut le faire, on n'aura pas le choix, mais c'est pas forcément ce qui va attirer le plus de salariés à venir se présenter dans un CSE sans étiquette ou toute étiquette syndicale confondue, quoi. Ça peut faire peur de l'extérieur quand on voit ce qu'il y a à manipuler, les dangers, les risques. Alors qu'au début, ça a été créé quand même pour défendre les salariés et c'était peut-être pas si compliqué que ça, quoi. Merci Cyril. Florence? Oui, moi je dirais comme Cyril qu'il faut absolument rester conforme au principe du Père Noël. Hein, c'est quand même fondamental. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, les chèques pour Noël, c'est il n'y a pas de condition de ressources, c'est juste l'âge de l'enfant et du coup, ça simplifie aussi les choses, quoi. Le but d'un CSE, effectivement, c'est de représenter les salariés, d'être proche d'eux. Donc, c'est pour ça que quand on part d'un cadre bien défini, c'est aussi pour ça que j'ai proposé mes services, quoi. Je me suis dit, moi, je veux qu'ils me concentrent, que le CSE se concentre sur son activité de CSE et que la conformité soit pas un sujet, quoi. Voilà. Parce que le but, effectivement, c'est que les enfants ils soient contents pour Noël, quoi. Parce que dire qu'on le fait pas parce qu'on va pas être conforme, c'est vraiment un non-sens, c'est horrible. Je crois que si nous, on avait eu après, on a une étiquette syndicale, on est élu, on a de l'expérience, on s'est tapé du poing sur la table. Moi, elle m'aurait dit ça. Non, les enfants, ils l'auraient eu et on verra après. Après, c'est tout, c'est une autre approche, mais. Un point vite fait, après je passe la parole à Kéchia et Nathalie, mais tu disais, Cyril, quand on préparait l'entretien, que le côté, vous êtes plutôt, vous privilégiez les activités collectives et qu'il y a une tendance maintenant à l'individualisation des prestations au niveau des activités sociales et culturelles, et ça amène aussi plus de données personnelles à traiter, quoi. Ouais, nous on ressent, on va dire, on a au niveau de l'effectif, on va dire, on a un tiers de personnes qui travaillent dans les bureaux, plus ingénieurs et cadres, quelques techniciens, et puis après les 2 tiers en production. Et c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas les mêmes attentes. Ou comme sur le site du Bourget, c'est de la R&D, donc c'est des ingénieurs et cadres. Et ils sont plus en attente de la prestation individualisée. Que si on prend en plus les gens du premier collège, ils sont plus sensibles à faire une sortie style un parc d'attractions, vraiment pour une somme modique, à laquelle énormément de monde peut participer. Alors, il y a des gens qui aiment bien, nous on aime bien justement essayer de mélanger les gens issus de différents services, de différents milieux sociaux, parce que ça peut être que plus riche. Hein. Et l'individualisation, nous, c'est pas de notre truc aux élus CGT. Hein. C'est pas la façon dont on voit les choses. C'est pareil chez nous, hein, je rassure. Enfin, Solistic, c'est un peu bizarre. Enfin, je veux dire, on a une étiquette parce qu'il faut une étiquette, mais en fait, moi, je mange avec la CGT et la CFDT, il n'y a pas de souci. Et c'est la même idée, on essaye d'avoir des activités qui sont rassembleuses, quoi. Alors après, c'est vrai que le télétravail, le confinement, le machin, là, ça n'a pas aidé les choses, parce qu'on a eu plus tendance à être chacun de notre côté, quoi. On se voit moins, hein, mais typiquement, on a une activité de prêt de livres, de disques, de jeux de société qui est assez active. On a Babyfoot aussi dans notre local, et tout le monde autour du baby-foot avec le PDG, le directeur financier. Donc, Bon, parfait. Merci à vous 3 pour vos éclairages terrain. Merci aux questions dans la salle. Et un mot de conclusion à Nathalie et Kéchia, je vous mets à l'écran. Et pour clôturer, voilà, le mot de clôture à vous. Le mot de clôture à nous, merci Rodolphe. Oui, c'est vrai que les échanges ont été enrichissants. On se rend compte qu'il y a tous les niveaux. Hein,
de prise de conscience, de mise en conformité ou pas. Donc effectivement, je pense que dans les mois qui viennent, les années qui viennent, je pense que c'est un sujet qu'ils vont peut-être pouvoir s'approprier. Et du coup, comme on l'a dit précédemment, donc on est là aussi pour les accompagner sans problème, hein, sur les formations et pour les aider à mettre en place leur inventaire et leur registre de traitement. Petit point aussi, on n'en a pas parlé, mais tout ce qu'on a parlé, hélas, est aussi applicable à toutes vos organisations syndicales, donc l'avoir aussi en tête, ne pas l'oublier. Voilà, on a parlé beaucoup du CSE. Tu m'entends pas? Si, j'ai oublié de te relancer là-dessus. Du coup, voilà. Non, moi, très contente d'avoir participé parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur le chat. Ça, c'est vraiment super. Et les expériences de chacun, notamment de Florence, même, voilà, qui, grâce à sa formation, même dans ce qu'on appelle un petit CSE, hein, et pas de manière péjorative, démontre que ça a du sens. Par contre, effectivement, Fernando, qui lui a trouvé, on va dire, des solutions de secours pour avoir le minimum de risque. Et voilà, et je pense qu'effectivement, c'est ce que je disais précédemment, on s'adapte précédemment. Voilà. Kesha? Oui, c'est vrai que c'était des échanges très enrichissants parce que avoir le point de vue, par exemple, des PO au CSE, même voir les échanges dans le chat, c'est vraiment très enrichissant. Merci. Merci à tous. Écoutez, là, le son commence à diverger, donc c'est le moment de le couper. Merci encore à vous dans la salle. Compte rendu à suivre. Vous avez le contact sur le mail qu'a rappelé Marie-Laure, contact@groupe3e.fr pour recevoir la synthèse, les points clés formalisés par Nathalie et Kesha. Donc, n'hésitez pas à renseigner ce mail pour recevoir cela. Donc, merci à 3E d'avoir porté cette rencontre. Merci à vous trois, à Cyril, à Florence, à Fernando, d'avoir illustré, d'avoir mouillé la chemise sur le sujet. Prochain direct de Miroir Social, c'est le 10 novembre. Non, 10 octobre, qu'est-ce que je raconte? 10 octobre sur un tout autre sujet, sur la GEPP et comment l'aborder pour éviter que ça se cristallise en fait en des départs externes gentiment accompagnés, à défaut de reclassement. Donc voilà, GEPP. Donc merci à vous et bonne journée. Compte rendu à suivre. Vous avez automatiquement, quand ça va se couper, le replay que je vous invite à faire tourner. Et puis vous aurez une synthèse écrite également sur Miroir Social à retrouver. Et écoutez, merci à tout le monde. Merci à vous dans la salle. Merci, bonne journée à tous. À bientôt. Merci. La bonne journée à tout le monde. Je coupe et on se retrouve ensemble tout de suite. Je coupe. À bientôt.